Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham le JCE. On continue les vidéos de présentation de deck pour les 5 investigateurs du cycle aux confins de la Terre. Et aujourd'hui, samedi je pense, le deck de Lily Chen. Voilà, donc comme je le disais, je vous ai déjà présenté le deck pour trio, c'était le deck de... Quel est son nom déjà Daniel Ariès. Je vous ai déjà présenté le deck pour solo. C'était hier, je crois que c'était mis en ligne, le deck pour montrer Jack. Mardi, le deck duo pour Norman Weavers, et donc aujourd'hui c'est également un deck duo, et demain ça sera également un deck duo. Alors, deck duo, 47 XP, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, je table sur 39 XP liés à la campagne, que je dise pas de bêtises, oui voilà ça. Donc je table sur 39 XP liés à la campagne, 3 XP liés dans le vif du sujet, ce qui mène à 42. Il manque 5, et ben 5 c'est comme fréquemment. Dans mes decks mystiques, je joue creuser trop profondément. Donc voilà, ça c'est le deck à 47 XP. Alors on va commencer, comme d'habitude, par rappeler ce que Lily Chen a de spécial. 3 de volonté, 2 d'intelligence, 4 de force, 3 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale, élu éveilleur. Vous débutez la partie avec chaque discipline de votre deck en jeu face intact visible. Signe des anciens, plus 2. Après la fin de ce test, retournez une discipline brisée que vous contrôlez pour afficher sa face intacte. Donc elle joue avec des cartes spéciales, il y en a 4 au total, appelées disciplines. Voilà. Alors, règles de construction, mystique de niveau 0, gardien niveau 1 à 5, 5 cartes gardien de niveau 0, et carte neutre. Restriction du deck, ah oui important, pas de soutien arme à feu. Exigence supplémentaire, lors de la création du deck, choisissez un soutien discipline à ajouter à votre deck, il est considéré comme faisant partie de vos exigences du deck. Pour chaque palier de 15 points d'expérience gagnés au total, vous avez le droit de choisir et d'ajouter un soutien discipline différent à votre deck. Donc à 0 point d'expérience, on a une discipline. À 15, on en a 2, à 30, on en a 3, à 45, on en a 4. Il en existe 4 différentes. Je prévois de mener le deck à 47 points d'expérience, donc dernier scénario de la campagne, normalement, elle a ces 4 disciplines. Voilà. Voilà, et les disciplines, j'en parlerai plus tard. Alors comme d'habitude je mettrai les liens du deck en description, et là on va passer à, comme dans les autres vidéos, à l'analyse du deck, je sais jamais comment qualifier ça, activité par activité. Alors oui, je ne pense pas l'avoir dit, c'est un deck, je l'ai même pas marqué, c'est un deck spécialisé dans le combat. C'est un deck pour duo, donc c'est un deck spécialisé, et en l'occurrence dans le combat. Donc, la gestion des ennemis. Première chose, la canne épée. Donc canne épée, soutien mystique, de niveau 0, ça occupe un emplacement de main, la jouée ne proc pas d'attaque d'opportunité. Après qu'elle est entrée en jeu, on peut immédiatement utiliser son action sans payer le coût en action. Action, incliner la canne épée. Combattre, échapper à, vous avez le droit d'utiliser votre volonté à la place de votre force ou votre agilité pour cette attaque ou tentative d'évasion. Donc ça permet de faire du combat mais pour un seul dégât, ou de l'évasion pour une évasion simple, mais on choisit la compétence la plus favorable. Entre la compétence qu'on devrait tester et la volonté. Si c'est du combat, a priori la force est plus élevée que la volonté. Si c'est de l'agilité, c'est pareil. Ensuite, ça dépendra des bonus qu'on a en jeu, des cartes qu'on peut attribuer de sa main, des disciplines face révélées. Voilà.
Deuxième carte, marteau cyclopéen, deuxième lot, marteau cyclopéen, plus enchanté une arme, plus fiable et plus bandoulière. Le marteau cyclopéen, c'est une arme qui prend les deux mains, mais qui vous fait combattre à force plus volonté. En cas de réussite, vous infligez un dégât. Si l'ennemi est non élite, vous pouvez le déplacer d'un lieu en l'éloignant de vous. Si vous réussissez de 3 ou plus, vous infligez plus de dégâts à la place et vous avez le droit de déplacer l'ennemi de jusqu'à 2 lieux en l'éloignant. Alors c'est précisé, je sais plus où, peut-être sur Board Game Geek. Les dégâts, donc 2 dégâts si on réussit de 0, 1 ou 2, 3 dégâts si on réussit de 3 ou plus, c'est que l'ennemi soit élite ou non élite. Par contre, le déplacement, on ne peut le faire que sur les non-élites. Voilà. Donc, tout simplement, une arme qui vous fait combattre avec un gros bonus, vu que c'est votre bonus de volonté, et éventuellement, ça vous permet de repousser un ennemi, et comme ça, alors s'il n'est pas chasseur, il ne revient plus dans votre lieu. S'il est chasseur, en sortant de votre lieu, vous êtes maintenant éloigné de 2 lieux de distance par rapport à lui, donc il sera à la traîne. Et vous essaierez de le maintenir derrière vous. Fiable, c'est un événement, très amélioration, rapide à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez. Tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché, vous gagnez +1 à chacune de vos compétences. Donc cette carte-là, vous l'attachez au marteau. Et quand vous combattez avec le marteau, vous avez +1 à toutes vos compétences, donc +1 en force et +1 en volonté. Donc Lily, de base elle a 4 en force, 3 en volonté, donc quand elle attaque avec le marteau elle a une valeur de compétence de 7, avec fiable elle a une valeur de compétence de 9. Et les disciplines, dont on parlera en détail plus tard, chaque discipline donne un boost. Les 2 premières disciplines qu'elle recevra donnent un boost de force et de volonté. Donc une fois qu'elle les a, elle fait des attaques avec le marteau qui ont avec une valeur de compétence de 9, et une fois qu'elle a fiable dessus, elle a une valeur de compétence de 11, donc très efficace. Enchanter une arme, vous l'attachez au marteau cyclopéen, et une fois par round, quand vous effectuez une action combattre avec le marteau, vous inclinez enchanter une arme, vous ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence et vous infligez +1 dégât. Donc, je poursuis ce que j'ai dit. Elle a ces 2 disciplines, donc elle a une valeur de compétence de 5 pour la force et de 4 pour la volonté. Elle a fiable, donc en fait elle a 6 et 5. Et autant de fois qu'elle le veut par round, elle fait une attaque à 11, et l'attaque pour laquelle elle incline enchanter une arme, elle rajoute un +4 additionnel, donc elle teste à 15 pour faire un dégât de plus, donc jusqu'à le 1 de base, les +2 si elle réussit de 3 ou plus, le +1 d'enchanter une arme, donc 4 dégâts. Et cette combo, j'en ai parlé dans ma vidéo de combo du 2 février dernier, voilà, fiable plus enchanter une arme et le marteau cyclopéen. Combo que j'ai testé dans des decks Zoé Samaras, et c'était très efficace. Là j'ai rajouté dans mon listing la bandoulière parce que pour qu'elle ait plus d'armes, je lui donne une bandoulière de niveau 2. Avantage de la bandoulière de niveau 2, donc déjà elle donne 2 emplacements de main pour des armes, et tant que vous avez au moins 2 mains emplacées, je vais y arriver, 2 emplacements de main occupés par des soutiens armes, vous gagnez +1 en volonté. Donc 5 en force grâce à la discipline, 5 en volonté grâce à la discipline et à la bandoulière. Donc encore une fois, marteau, une attaque à 10, marteau plus fiable, attaque à 12, marteau plus fiable plus enchanter une arme, attaque à je me perds un petit peu, à 17, je crois.
Ou 16, mais enfin bref, vous comprenez le principe, vous recalculerez vous-même. La lame enchantée. Alors, est-ce que je l'ai dans le coin? Ah tiens, j'en ai raté une. Ah oui, j'ai raté une ligne. Atrophie, flambeau de Cthugha et flétrissement. Alors atrophie et flétrissement, je vais pas m'attarder, c'est des classiques. Flambeau de Cthugha, c'est plus récent. Pourquoi j'ai groupé les trois? Parce que ce sont des sorts de combat. Atrophie, pas de charge, mais on fait les dégâts un par un. Flétrissement, on fait les dégâts 2 par 2, vu que c'est la version de niveau 0, mais il y a des charges. Et flambeau de Cthugha. Donc là, c'est version de niveau 4. Utilisation 9 charges, action combattre. Pour cette attaque, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence et vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force. En cas de réussite, dépensez 1, 2 ou 3 charges. Au lieu de ces dégâts normaux, cette attaque inflige 1 dégât pour chaque charge dépensée. En cas de réussite avec une différence de 0, perdez 2 actions. Alors perdre des actions, ça fait qu'on est tenté d'utiliser cette carte comme dernière attaque de son tour. On est tenté d'utiliser cette carte comme dernière action de son tour, mais on choisit combien de charges on dépense, et on inflige 1 dégât par charge, si on réussit. Ah oui, pardon, d'abord on fait le test, on voit si on réussit, si on rate, on dépense pas de charge, et si on réussit, on dépense le nombre de charges nécessaires pour infliger les dégâts nécessaires. Alors bon, il n'y a pas de coup vicieux dans le deck, pas la place, mais le fait de choisir la force ou la volonté fait qu'on choisira la valeur de compétence la plus élevée, en fonction également de ses cartes de compétences en main, de ses bonus sur table, etc., etc. Donc ensuite je disais dans le deck, alors j'ai pas précisé pour le moment, mais canépée une copie, le marteau une copie, fiable une copie, enchanté une arme une copie, bandoulière une copie, les 3 sorts une seule copie, lame enchantée une seule copie également. Dans ce deck il y a beaucoup de cartes en un seul exemplaire. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Donc la lame enchantée, version gardien, de niveau 3. Ça occupe un emplacement de main et un emplacement d'arcane. Ce qui veut dire qu'on pourra simultanément avoir la lame enchantée et un seul sort, ou alors 2 sorts et pas la lame enchantée. Utilisation 3 charges, action combattre, vous gagnez plus d'enforce pour cette attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir et infliger plus 1 dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, piochez une carte et soignez une horreur. Donc un bonus de plus 2, c'est toujours bon à prendre. Autant d'utilisation que vous le voulez si vous êtes prêt à infliger des dégâts un par un, et à 3 reprises, une fois que vous savez que vous avez réussi votre attaque, vous dépensez une charge pour infliger un deuxième dégât. Et idéalement, vous le faites quand le deuxième dégât achèverait l'ennemi, ça vous fait de la pioche, ça vous fait du soin. On a ensuite alors le flic en patrouille, en l'occurrence de niveau 2. Un grand classique, déjà le bonus de combat. Et ensuite le fait qu'en action rapide on peut infliger un dégât à un ennemi dans un lieu. Les grenades MK1. Alors, c'est pénible ça, que j'y arrive. Firefox qui, je sais pas comment dire, qui n'afflige plus les pages et qui les recharge à chaque fois que j'y ai plus touché depuis quelques minutes. Donc les grenades MK1. Alors, Lily Chen n'a pas le droit aux armes à feu, mais les grenades n'ont pas le trait arme à feu, mais le trait à distance. Alors, c'est un soutien gardien de niveau 4 qui coûte 3, trait objet, arme et à distance, utilisation 3 provisions, si la carte grenade MK1 n'a pas de provision, défaussez-la, action, dépenser une provision, combattre, vous gagnez plus d'enforce pour cette attaque. Si cette attaque est réussie, au lieu de ses dégâts normaux, elle inflige 2 dégâts à chaque ennemi et à chaque autre investigateur dans votre lieu. Tout dégât supplémentaire est infligé à l'ennemi attaqué. Cette carte-là, c'est c'est mon attaque de zone. Alors le problème, c'est que ça peut
infliger des dégâts aux autres investigateurs dans le lieu. Donc il faudra faire attention au timing, peut-être engager un ennemi, engager avec l'enquêteur, et donc se prendre une attaque d'opportunité de l'autre avant d'utiliser la grenade pour blesser les deux. Mais cette carte-là, elle est dans le deck notamment parce que il n'y a pas la place pour explosion de dynamite. Je pourrais mettre explosion de dynamite de niveau 2 ou 3, mais j'ai pas l'XP. Tiens, d'ailleurs j'ai mis 47 XP, en fait c'était 46. Donc j'ai pas l'XP pour explosion de dynamite de niveau 2 ou 3. Et je n'ai pas la place pour explosion de dynamite de niveau 0. Donc les grenades à la place. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire ? Ah oui, et au contraire de l'explosion de dynamite, on peut pas attaquer dans un lieu connexe. Mais sinon, c'est l'occasion de faire 2 dégâts à chaque ennemi dans le lieu. Coup de pied rotatif. C'est un événement de niveau 1 qui coûte 1, trait esprit, tactique et ruse. Combattre, ajoutez votre agilité à votre valeur de compétence pour cette attaque. Cette attaque inflige plus 1 dégât. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Ajouter 2 valeurs de compétence, ça augmente fortement les chances de réussite. En plus, c'est une attaque qui fait 2 dégâts, ce qu'on attend d'une attaque. Et l'intérêt, c'est d'échapper automatiquement à l'ennemi. Alors, ça veut dire que l'ennemi, on n'a pas forcément besoin de l'achever. Donc, soit on se sert de cette carte pour avoir plus de chances de réussir une attaque sur un ennemi coriace, soit on utilise cette carte en tant qu'évasion, en sachant que si on réussit le test, on va infliger 2 dégâts. Et l'avantage d'échapper automatiquement à l'ennemi avec cette carte-là, c'est que vous pouvez combattre un ennemi non distant qui n'est pas engagé avec vous. Par exemple, parce qu'il a un ennemi qui serait engagé avec l'enquêteur du duo, vous jouez coup de pied rotatif, vous l'attaquez. Si vous ratez, vous infligez les 2 dégâts à l'enquêteur. Si vous réussissez, vous infligez 2 dégâts à l'ennemi, et vous lui échappez automatiquement. Alors qu'une évasion classique, il faut être engagé avec l'ennemi. Donc il faudrait faire une action d'engagement, puis une action d'évasion. Là, et si vous faites une action d'engagement, vous pouvez éventuellement vous prendre une attaque d'opportunité si vous êtes engagé avec un autre ennemi. Là, vous pouvez dire première action, coup de pied rotatif sur l'ennemi engagé avec l'enquêteur, réussi donc évasion, donc cet ennemi est incliné et désengagé. Deuxième action, attaque sur l'ennemi engagé avec Lily Chen, si nécessaire, troisième action, attaque sur l'ennemi engagé avec Lily Chen. Après, l'enquêteur joue, il fait les actions qu'il a à faire, et phase d'entretien, l'ennemi qui a été contre lequel a été fait le coup de pied rotatif, il se redresse et il engage l'investigateur du choix de l'investigateur principal, à moins que cet ennemi ait une proie. Donc voilà, c'est l'intérêt. Et puis, à noter, il n'y a pas spécifié non élite, donc dans certains cas, je pense au premier scénario de Carcosa, on n'aura pas l'XP, mais bon, mettons un autre scénario de Carcosa que le premier, vous pouvez échapper à un ennemi coriace, genre un des invités du deuxième scénario, ou l'ombre de la mort dans les catacombes, etc., etc. Et dernière carte, si je dis pas de bêtises, la lame spectrale. Un événement niveau 0 qui coûte 2, combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Cette attaque inflige plus 1 dégât, plus 2 dégâts à la place si l'ennemi est non élite. Un peu comme la carte d'avant, vous augmentez fortement vos chances de réussir votre attaque. Attaque qui fait 2 dégâts, voire 3 dégâts. Autre chose à noter, c'est un sort. Toujours intéressant d'avoir des sorts d'attaque contre certains ennemis. Alors il y a un truc. Immédiatement avant cette attaque, vous avez le droit d'engager l'ennemi attaqué. Moi j'ai pas vu de clarification officielle sur ce que ça veut dire concrètement. Certaines personnes disent que ça veut dire tout simplement
Si on peut lancer une attaque sur quelqu'un, sur un ennemi, on va l'engager. Donc ça évite de blesser un autre investigateur si l'ennemi est engagé avec un autre investigateur. Certaines personnes disent que on peut jouer la lame spectrale sur un ennemi distant, parce que certes on ne peut pas attaquer un ennemi distant, mais comme la carte dit, avant de faire l'attaque vous pouvez l'engager, au moment où on résout l'attaque on est engagé, donc c'est bon. Alors que les gens du premier groupe disent non, comme l'ennemi est distant et qu'il n'est pas engagé avec toi, tu peux pas jouer une action d'attaque dessus, donc tu ne peux pas jouer l'âme spectrale, donc tu n'as pas l'engagement. Je sais pas. Moi, en attente de clarification, je considère que cette carte-là se joue sur les ennemis distants. Si vous avez une réponse officielle, je suis preneur. Bref. Donc tout ça, c'est la gestion des ennemis. Plusieurs solutions différentes, chacune en un exemplaire. J'y reviendrai en détail plus tard, mais c'est lié au fait que il y a une discipline qui permet pour une action d'effectuer 3 actions de combat et ou d'évasion différentes. Donc c'est volontaire d'avoir des solutions de combat et d'évasion variées. Comme ça, quand on va utiliser cette discipline, on va pouvoir par exemple dire j'attaque avec atrophie pour faire un dégât, puis j'attaque avec le marteau cyclopéen, puis j'attaque avec la lame enchantée, l'ennemi est vaincu, chouette, j'ai ma pioche et mon soin. Voilà, mais j'y reviendrai plus tard. Deuxième chose, l'économie. Alors petit truc, j'ai dit c'est un deck spécialisé, il n'y a rien de particulier prévu pour le gain d'indices, à part grand classique Grete Wagner. Après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez Grete Wagner et infligez-lui un dégât, découvrez un indice dans votre lieu. Donc voilà, vous ne dépensez pas de cartes de votre main ou d'actions ou de ressources pour gagner des indices, simplement en tuant des ennemis de temps en temps, ça vous permettra de gagner des indices. Voilà. Donc deuxième chose, l'économie. Gain de ressources, pioche, gain d'action, etc., etc. Première chose, s'en tenir au plan. Un grand classique de tous mes decks gardiens combattants. C'est un permanent de niveau 3, qui est exceptionnel, donc il coûte 6 XP. Avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck et attachez-les à s'en tenir au plan. Mélangez votre deck. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à s'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main. Inclinez s'en tenir au plan en tant que coût supplémentaire pour jouer une carte attachée. Donc schématiquement, vous avez en début de partie 3 cartes jouables sans avoir besoin de les piocher. Jouables au rythme de 1 par tour. Alors j'ai pas dressé la liste, mais bon, tactique ou ravitaillement, on a coup de pied rotatif, on a planque, on a toujours sur ses gardes, et en fait c'est tout. Donc voilà, elles doivent être différentes, donc un exemplaire de coup de pied rotatif, un exemplaire de planque, et un exemplaire de toujours sur ses gardes. Coup de pied rotatif, ça va être pour si vous devenez engagé avec un ennemi, enfin si quelqu'un dans le binôme est engagé avec un ennemi contre lequel on ne veut pas se battre. Planque, pour avoir plus de ressources pour jouer les cartes chères, et toujours sur ses gardes. On a quand même 14 soutiens dans le deck, donc ça sera intéressant de pouvoir en jouer 3 d'un coup. Le sac à dos, alors dans ce deck, c'est un exemplaire du sac à dos de niveau 2. Un autre classique, vous cherchez 3 cartes ravitaillement et ou objets parmi les 12 cartes du dessus de votre deck. Vous les mettez attachées au sac à dos, donc vous les avez à disposition sans avoir besoin de piocher. Par exemple, vous commencez votre partie avec la lame enchantée. Une fois que vous avez dépensé les 3 charges, vous jouez depuis le sac à dos la canne épée ou le marteau cyclopéen. Toujours sur ses gardes, en une action, vous pouvez jouer jusqu'à 3 soutiens. Pour chaque soutien, une réduction du coût de 1. Donc 3 actions jouées et 3 actions gagnées de ressources, schématiquement. Dans tous mes decks gardiens combattants qui jouent beaucoup de soutien, comme là, j'en mets 2 exemplaires.
Surtout que là, grenade, on a 3 provisions et pas de quoi recharger. Lame enchantée, 3 charges et pas de quoi recharger. Le flambeau, 9 charges et pas de quoi recharger. Quoi d'autre? On a 3 alliés. Enfin bref, on a plein de soutiens. Et on veut pas consacrer trop d'actions à les mettre en jeu. Planque, planque. Hein. Lame enchantée, à 3 reprises, ça peut vous permettre de piocher une carte. Voilà. Audace et maîtrise, vous l'attribuez un test. Donc audace, ça peut être attribué un test d'attaque ou d'évasion. Maîtrise, n'importe quel test de force. Audace, quoi qu'il arrive, vous piochez une carte. Maîtrise, en cas de réussite, vous piochez une carte. Donc je disais lame enchantée, normalement 3 pioches, 2 copies d'audace, 2 pioches, 2 copies de maîtrise, 2 pioches si tout se passe bien. Et voyage astral. Ah, j'avais oublié que j'avais mis les cartes là. Voilà, voyage astral. C'est un événement qui coûte 3. Se déplacer. Déplacez-vous vers n'importe quel lieu révélé et révélez un pion chaos pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole crâne, cultiste, tablette, chose très ancienne ou tentacule est révélé, vous devez défausser un soutien objet ou allié que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez un dégât. Donc c'est de la téléportation. Et potentiellement, on perd un objet ou un allié. Ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes dans ce deck vu la redondance des solutions de combat. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc quand même pas mal de pioches, un peu de gain de ressources, sachant que le deck est pas trop cher, je pense. Maintenant, on passe à la résistance au deck de rencontre. Première carte, le miroir sacré de niveau 3. Le miroir sacré vous donne 3 copies de mélodie apaisante. Chaque copie de mélodie apaisante va soigner 2 ou 3 dégâts et ou horreurs. Enfin, jusqu'à 2 ou 3 points de dégâts et ou d'horreur ou un mélange des deux. Voilà. Donc les traîtrises qui infligent dégâts ou horreurs, on les encaisse. Que ça soit Lily Chen ou l'enquêteur qui est dans le binôme. Et ensuite, une fois de temps en temps, Lily va se soigner et soigner l'enquêteur. Et je crois que je serai amené à en reparler quand je reparlerai des disciplines. Deuxième carte, bien préparé, plus marteau cyclopéen. Je l'ai pas là. Bien préparé, c'est un classique pour moi. Incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Le marteau cyclopéen a 2 icônes de volonté. Donc Lily Chen, 3 de base. Avec bien préparé, elle peut monter à 5. Avec la bonne discipline, elle peut monter à 6. Avec bandoulière de niveau 2, elle peut monter à 7 en volonté. Pour son test sur un reste pourrissant. Donc même si vous jouez en expert, c'est quand même un bonus solide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La lame enchantée. La lame enchantée à 3 reprises, vous vous soignez d'une horreur. Donc la logique est la même que même logique que pour miroir sacré plutôt. De temps en temps, vous prenez des horreurs. Et avec la lame enchantée, vous soignez 3 fois. Et enfin, prendre l'initiative. 3 icônes libres si aucune action n'a été faite depuis le début de la phase. Donc phase de mythe, normalement, on ne fait pas d'action. Donc quel que soit le test, vous avez un bonus de plus 3. Et est-ce qu'il y a des cartes que je n'ai pas mentionnées? Je crois que j'ai tout mentionné, fiable, âme spectrale, ouais, j'ai mentionné toutes les cartes, un moment ou un autre. Ah oui, j'ai remarqué dans les decks précédents, j'ai jamais mentionné la faiblesse perso de l'investigateur, là en l'occurrence c'est destinée pesante. Révélation, vous devez soit retourner une discipline que vous contrôlez pour afficher sa face brisée, elle ne peut plus être retournée lors de ce round. Vous perdez une discipline pour un round entier.
pour 2 rounds, vu qu'il faudra attendre la fin du round suivant pour la redresser, ou subir un dégât et une horreur, mais vous avez le miroir sacré pour le soin. Voilà. Du coup, que je m'y retrouve, oui voilà. Du coup, maintenant parlons du deck à 3 XP. Encore une fois, 3 XP grâce à Dans le vif du sujet. Et avec les 3 XP, je mets Enchanter une arme. Pourquoi ? Parce que mine de rien, ça veut dire qu'une fois par round, j'aurai quand même un gros bonus, et Enchanter une arme a l'avantage de la polyvalence. Je vais pouvoir jouer cette carte sur la première arme que je piocherai. Et concrètement, dans ce deck-là, entre le deck à 3 XP et le deck à 47 XP, canépé, on en retire une des deux. Bâton du dragon, une arme à 2 mains qui donne un emplacement d'arcane supplémentaire. Action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque pour chacun de vos emplacements d'arcane occupés. Si au moins 2 de vos emplacements d'arcane sont occupés, cette attaque inflige plus 1 dégât. Donc en tout début de partie, cette arme-là, elle fait plus 0 en force et plus 0 dégâts. Une fois qu'on a rempli un premier emplacement d'arcane, c'est plus 1, plus 0, 2, c'est plus 2, plus 1, et 3, c'est plus 3, plus 1. Et si c'est sur cette carte-là qu'on attache Enchanter une arme, et qu'on a les 3 emplacements d'arcane remplis, j'ai un peu la flemme de faire le calcul, mais 4, plus la discipline ça fait 5, plus les 3 des emplacements d'arcane remplis ça fait 8, plus la volonté ça fait 11, pour faire de dégâts. Donc c'est une arme qui va prendre de l'intérêt très lentement, mais quand on n'a pas d'XP, en fin de scénario ça va être intéressant. Donc atrophie et flétrissement, j'en garderai qu'un exemplaire, pareil pour le sac à dos. Comme j'ai pas assez d'emplacement pour le flic en patrouille de niveau 0, en début de campagne j'ai l'initié aux arcanes, qui m'aidera à trouver mes différents sorts. Lame enchantée, j'en ai 2 exemplaires, j'en garde qu'un. Creuser trop profondément pour avoir assez d'XP. Lame spectrale, je garde les 2. Planque, j'en remplace une des 2 par un toujours sur ses gardes. Tempête d'esprit, c'est l'attaque de zone, ça sera remplacé par la grenade. Voyage astral, je garde, et les compétences, je garde. Maintenant, je disais les 4 disciplines. Et j'ai noté ça ici. L'ordre des disciplines. En début de campagne, je choisis la préscience du destin. Voilà, c'est celle-ci, préscience du destin. Vous gagnez plus 1 en force. C'est une combattante. Toutes ces armes la font combattre avec la force. Donc ça servira fréquemment. Et action, vous gagnez plus 5 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez à ce tour. Après la fin de ce test, retournez ce soutien. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, on perd une action pendant son tour, mais on se donne un gros boost. Tout simplement, quand vous affrontez un ennemi coriace, vous avez votre valeur de compétence de base, plus le plus 5 de la discipline, plus éventuellement des bonus passifs, plus éventuellement les bonus de l'arme, plus les compétences, etc., etc. Ça devrait vous permettre de réussir votre attaque. Sauf si vous piochez échec automatique. Et le but, c'est de ne pas utiliser ça trop souvent, parce que 1, vous perdez une action, alors qu'idéalement, si le deck marche bien, les autres bonus que vous avez suffisent pour vaincre les ennemis. Je pense que j'ai un peu perdu le fil de ma phrase, mais voilà. Normalement, pour la grande majorité de vos attaques, vous n'avez pas besoin de ce plus 5. Ce plus 5, vous le gardez vraiment pour
l'émissaire royal de Carcosa, ou je sais plus comment ça s'appelle, le danseur de l'abîme dans le dernier scénario du cercle brisé. Enfin bref, les ennemis les plus dangereux. Parce que tant que vous l'utilisez pas, vous avez quand même votre plus en force. Et si vous l'utilisez, vous retournez la carte, et de l'autre côté, ça vous dit réaction, après la fin de ce round, si vous n'avez effectué aucun test de compétence lors de ce round, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Alors, je me souviens plus ce que j'avais dit dans ma vidéo de déballage, consacrée à Lilith Chen, vu que ça remonte à... J'ai dû l'enregistrer mi-décembre, et là on est mi-mars. Mais dans ce deck-là, dans ce deck-là, concrètement, si vous devez combattre, il n'y a aucune carte qui vous fait des dégâts sans test. Donc cette discipline, concrètement, si vous la retournez et qu'il y a des ennemis, vous devez effectuer un test de compétence. Donc vous ne pouvez pas retourner la carte. S'il y a n'importe quelle carte qui vous oblige à faire un test de compétence, vous ne pouvez pas la retourner. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention au moment auquel on utilise ce bonus de plus 5 en compétences. Mais le plus 1 va quand même permettre de booster les attaques avec la canne épée, ou avec le bâton du dragon, ou avec la lame enchantée, ou avec l'âme spectrale. Donc, sans aucun soutien, donc des attaques basiques, avec potentiellement audace ou maîtrise ou prendre l'initiative. Donc un bonus très intéressant, le plus 1. Et un bonus qu'il faudra idéalement garder pour la fin de scénario pour les situations désespérées. Au bout de 15 XP, on a le droit à la deuxième. Alors vu qu'on commence la campagne avec 3 XP grâce à Dans le vif du sujet, concrètement ça veut dire après 12 XP gagnés grâce au scénario. Or, pour des campagnes comme la civilisation oubliée et le cercle brisé, en standard, 12 XP, c'est, je dirais, 2 scénarios. Alors dans d'autres campagnes, c'est peut-être 3 ou 4, mais voilà, dans les campagnes plus récentes, j'ai l'impression que ça va être à la fin du deuxième scénario que vous aurez votre deuxième discipline. Donc, harmonie de l'esprit, vous gagnez plus en volonté. Action, subissez un dégât direct pour soigner 3 horreurs, ou subissez une horreur directe pour soigner 3 dégâts. Retournez ce soutien. Plus 1 en volonté, ça va booster toutes vos attaques faites avec autre chose que vos attaques, soit elles se font à la force, soit à la volonté, potentiellement en additionnant les deux. Voilà. Après avoir gagné 12 XP lors de la campagne, toutes vos attaques, tous vos tests d'attaque sont boostés de 1, voire de 2. Voire de 3 si vous cumulez les deux plus enjanter une arme. Donc voilà, très, très intéressant. Alors l'action, subir un dégât direct ou une horreur directe pour soigner 3 de l'autre, ça fait du soin, à utiliser uniquement dans des situations désespérées, mais vous échangez 3 contre 1. Alors une seule fois, vu qu'ensuite il faut retourner le soutien, mais derrière vous avez le miroir sacré qui peut vous soigner de 2 ou de 3. Donc si vous avez le tempo, par exemple parce que vous n'avez pas d'ennemis à combattre, donc vous pouvez vous accorder un round, une action, vous prenez 1 pour vous soigner 3, une action de mélodie apaisante pour vous soigner de 2 voire de 3, et la troisième action pour changer de lieu, ça veut dire qu'en un tour vous êtes soigné de au total de, que je dise pas de bêtises, 3 plus 2 moins 1, donc de 4 voire de 5. Alors par contre, avec la discipline, vous soignez que que d'une chose, soit des dégâts, soit des horreurs, et vous subissez l'autre. Donc avec le miroir sacré, si vous voulez compenser, il faudra dépenser
un des deux soins pour compenser le coût de la discipline, et l'autre vous choisirez. Et la discipline, une fois que vous l'avez utilisée, elle est sur sa face brisée. Réaction: après la fin du round, si vous n'avez subi ni dégâts ni horreur lors de ce round, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Là, comme la discipline précédente, c'est pas quelque chose qu'on peut programmer, de ne pas se prendre de dégâts et d'horreur. C'est quelque chose qu'on évite toujours, mais des fois on rate les tests. Soit on rate une attaque et on se prend une riposte, soit on prend un échec automatique sur un comment ça s'appelle déjà, reste pourrissant, ou éventuellement on pioche une traîtrise qui dit dépensez un de vos indices ou subissez 2 dégâts, vous n'avez pas d'indice, vous prenez les dégâts. Bon. Donc c'est aussi pour ça que le soin on l'utilise qu'en dernier recours, pour ne pas prendre le risque de perdre durablement le bonus en volonté. Au bout de 30 XP au total, donc 3 de gagner grâce à dans le vif du sujet et 27 gagnés lors des scénarios. Troisième discipline, équilibre du corps, vous gagnez plus en agilité. Action, effectuer jusqu'à 3 actions combattre ou échapper à différentes une à la fois. Retournez ce soutien, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Alors j'aurais pu mentionner ça dans le gain d'action, mais en gros vous dépensez une action pour faire 3 actions, du combat ou de l'évasion. C'est pour ça, comme je le disais plus tôt, que dans le deck il y a toutes ces solutions de combat et d'évasion différentes. Vous pouvez par exemple dire je vais d'abord essayer d'échapper avec ma canne épée, puis combattre avec le marteau cyclopéen, puis combattre avec le flambeau de Cthulhu. Comme de base vous avez 3 actions pendant votre round, vous avez dépensé une action pour la discipline, il vous reste 2 actions. Donc sur votre tour, au lieu d'avoir 3 actions pour combattre, vous pouvez avoir jusqu'à 5 actions pour combattre. Ou vous échapper. Voilà. Alors le bonus en agilité, ça servira pour les évasions, ou si vous combattez avec coup de pied rotatif. Donc de base vous avez 4 en force, avec la discipline vous avez 5, si vous avez un allié en jeu ça vous fait 6, vous ajoutez votre agilité, ça vous monte à 9, avec la discipline vous êtes à 10. Vous faites une attaque à 10 contre la valeur de combat de l'ennemi, en cas de réussite 2 dégâts et vous lui avez échappé. Alors là par contre se priver du bonus de plus en agilité dans ce style de deck c'est pas un problème. Donc là pour le coup je pense que l'action, il n'y a pas de raison particulière de l'économiser. Et une fois que vous avez utilisé cette action, vous retournez la discipline et de l'autre côté, ça vous dit réaction, après la fin de ce round, si à aucun moment lors de ce round il n'y a eu d'ennemis dans le même lieu que vous, retournez ce soutien pour afficher sa face intacte. Alors là, vous n'êtes pas responsable du fait de piocher des ennemis. Dans un grand groupe, dans un groupe de 3 ou 4 investigateurs, éventuellement, on pourrait donner à l'élite chaîne la carte premier tour de garde, de sorte à faire piocher les ennemis par d'autres investigateurs qui ne sont pas dans son lieu. Là, comme c'est un deck pour duo, les 2 membres du duo a priori seront toujours dans le même lieu. Je bug parce que je pense à un autre truc. Oui, les membres du duo seront toujours dans le même lieu, donc quand vous piochez un ennemi, vous avez un ennemi dans votre lieu. Quand l'enquêteur pioche un ennemi, vous avez un ennemi dans votre lieu, et donc vous pouvez pas programmer de retourner à discipline. Mais encore une fois, perdre le plus en agilité, ça vous affectera pas trop. Et puis perdre l'action spéciale, ça veut dire que comme tout le monde, pour faire une attaque, il faudra dépenser une action. Et donc je buguais parce que je me disais, dans ce deck je n'ai pas trouvé la place pour protection rapprochée. C'est-à-dire que, à la différence de beaucoup de mes decks de combattants, l'élite chaîne, il faudra qu'elle fasse ses actions pour sortir des lieux, pour entrer dans les lieux.
Elle pourra pas compter sur l'enquêteur pour l'entraîner, pour lui faire ses déplacements en réaction. Donc c'est pour ça que, je vais y arriver, c'est pour ça que gagner des actions sur le combat, ça sera intéressant, vu qu'à côté de ça, elle dépensera plus d'actions en déplacement qu'un autre combattant. Et donc, après avoir gagné 42 expériences lors des scénarios, je sais plus comment on appelle ça, des interludes, vous obtenez votre 4e discipline. Plus en intelligence, dans ce deck, ça sert à rien, à moins qu'une carte vous demande spécifiquement de faire un test d'intelligence. Et l'action, si vous avez moins de 5 cartes dans votre main, piochez des cartes jusqu'à en avoir 5 dans votre main. Retournez ce soutien. De la pioche. En une action, vous pouvez piocher potentiellement jusqu'à 5 cartes. Alors le deck, les soutiens, vous les jouez quand c'est nécessaire, idéalement en utilisant toujours sur ces gardes pour en jouer 3 d'un coup. Les compétences, elles sont assez génériques, il n'y a pas de raison de les garder pour un moment très spécifique. Ah, mon scotch qui se barre. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Les événements, coup de pied rotatif, il y en aura un attaché à s'en tenir au plan, l'autre dans votre main. Ça, c'est un peu plus spécifique. Pareil pour voyage astral qu'on va essayer de garder pour la fin de scénario, mais il n'y a pas des tonnes de cartes circonstancielles. Donc les cartes, on les a, dès qu'on a une bonne occasion pour les utiliser, on les utilise. Du coup, dans le dernier scénario, ou peut-être les 2 derniers, on aura cette possibilité en une action de piocher. Allez, on va tabler sur 3 cartes. L'occasion de piocher 3 cartes en une action. Dès qu'il n'y a plus d'ennemis, Lily Chen, hop, elle pioche. Pour être mieux préparé pour le combat suivant. Et une fois qu'on l'a retourné, perdre le plus en intelligence, encore une fois, c'est pas gênant. Réaction, après la fin de ce round, si à aucun moment lors de ce round vous n'avez eu 2 cartes ou plus en main, retournez sous soutien pour afficher sa face intacte. Bon. Alors, partons du principe que vous jouez ça comme avec votre première action. Vous montez à 5 cartes en main. Pour redresser... Encore le scotch qui fait des siennes. Pour redresser la carte, il faut n'avoir eu à plus d'une carte en main à aucun moment lors du round. Là, vu que vous avez pioché à 5, jusqu'à 5, vous savez que vous ne redresserez pas la discipline ce round-ci. Au plus tôt, vous la redresserez à la fin du round suivant. Mais pour redresser à la fin du round suivant, il faut que pendant le round suivant, à aucun moment, vous n'ayez 2 cartes ou plus. Donc il faut que vous finissiez ce round avec 0 carte en main. Que je dise pas de bêtises, vous finissez votre tour avec 0 carte en main, phase d'entretien, vous piochez une carte, vous commencez le round suivant avec une carte, vous ne piochez pas de votre tour, ou alors vous dépensez la carte avant d'en piocher une, et fin du round, vous dites, j'ai jamais eu plus d'une carte en main, donc je retourne la discipline. Donc concrètement, vous piochez pour utiliser les cartes. Et donc ça, moi, je sais pas si on regarde rapidement, beaucoup d'icônes de force, beaucoup d'icônes libres, beaucoup d'icônes de volonté, des icônes qui serviront très fréquemment, donc de bonnes chances de pouvoir... Si vous avez l'occasion de combattre, vous aurez de bonnes chances d'attribuer ces cartes à vos tests de compétences. Si vous n'avez pas l'occasion de combattre, vous serez probablement coincé avec ces cartes-là en main. Mais si vous avez l'occasion de combattre, utiliser une action pour piocher vous causerez une attaque d'opportunité. Sauf si l'ennemi est engagé avec l'enquêteur. Donc ça reste assez circonstanciel. Ça
ça va pas être gagné à tous les coups, mais d'un autre côté, l'intérêt de cette carte-là, c'est de piocher pour avoir en main la carte dont vous aurez besoin pour gagner le scénario. Et là, vu que c'est une carte que vous avez en fin de campagne, concrètement, c'est pas n'importe quel scénario, c'est le 8e scénario. Donc même si cette capacité vous l'utilisez qu'une fois pendant tout le scénario, si cette fois-là ça vous donne la carte dont vous avez besoin, si ça vous permet de piocher, enchanter une arme et fiable, de mettre les deux sur le marteau cyclopéen et de réussir, de faire les dégâts 3 par 3 contre l'ennemi à tuer dans le dernier scénario, c'est ce qu'on voulait. Donc dans ce deck-là, dans d'autres decks ça serait peut-être différent, mais dans ce deck-là, éventuellement si la discipline n'est jamais retournée, ça ne me gêne pas outre mesure. Bon, quasiment 1 heure que je parle, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien. Lors des améliorations, on commence par ajouter s'en tenir au plan. Comme dans tous mes decks de gardiens combattants, première chose, s'en tenir au plan, parce que ça permet d'avoir, dès le début de la partie, les cartes qu'on veut. Alors là, en l'occurrence, les tactiques, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tactique et ravitaillement, il y a planque, et c'est tout. Alors c'est un peu surprenant, mais oui, en début, quand vous n'avez mis dans votre deck que s'en tenir au plan, vous ne pouvez y attacher qu'une carte, et c'est planque. Mais c'est pas négligeable d'avoir la certitude d'avoir une planque au premier tour. Ensuite on remplace une des 2 planques par toujours sur ses gardes. Deuxième carte qu'on attachera à s'en tenir au plan. Donc premier tour, vous gagnez 3 ressources. Deuxième tour, vous pouvez jouer 3 soutiens en économisant 3 ressources. Bon. Canépée remplacé par fiable pour avoir la combo. Le bâton du dragon qui est une des armes à 2 mains remplacé par le marteau cyclopéen. Fiable c'est le 2e élément de la combo vu qu'on avait déjà enchanté une arme. En remplaçant bâton du dragon par le marteau cyclopéen, on a le 3e élément de la combo. Donc après avoir dépensé cette 12 XP, voilà, à ce stade-là, vous avez votre combo. Je suis en train de penser un truc, voilà, vous avez votre combo, et comme vous avez gagné 12 XP, que vous en aviez 3, vous êtes à 15 XP au total, et donc c'est là que vous avez votre discipline qui vous booste votre volonté. Et c'est là que l'attaque avec le marteau cyclopéen, plus les 2 améliorations, c'est que je bug pas, c'est 5, plus 5, plus 6, donc 16. Voilà, une fois par round, vous faites votre attaque avec 16 de valeur de compétence. Si je me suis pas planté dans mes calculs. Alors, le marteau cyclopéen c'est bien, mais il faut le tutorer. Donc on améliore le sac à dos. Et à ce stade-là, on a quand même l'autre sac à dos. Le flétrissement de niveau 0, c'est bien, mais flambeau de Cthulhu de niveau 1, ça permet de... Alors je connais pas la carte par cœur, mais ça donne un +1 à la valeur de compétence, et ça permet de moduler les dégâts. Dès qu'on peut, on améliore au niveau 4, pour faire potentiellement 3 dégâts d'un coup. À ce stade-là, on approche, on va dire de mi-campagne à la louche. Les scénarios seront plus durs, donc on se débarrasse de creuser trop profondément. Du soin, ce qui va servir parce qu'à chaque fois qu'on rajoute une discipline, je crois que j'ai oublié de le lire, on rajoute aussi une faiblesse, donc on se prend de plus en plus de dégâts. Bandoulière, ça va permettre d'avoir plus d'armes en même temps, donc plus de solutions de combat, et j'avais dit que là on était à 15 XP, je vais plutôt faire comme ça, donc là on a un total de 15 XP, 17, 18, 22, 25, 27, ok, 30, on améliore une lame enchantée au niveau 3, encore une autre solution de combat, et c'est là qu'on a la 3e discipline
équilibre du corps qui permet de faire 3 actions de combat différentes. Et si je regarde bien, à ce stade-là, comme solution de combat, on a la canne épée, le marteau cyclopéen, atrophie, flambeau, flétrissement, que je regarde la liste, on a l'âme spectrale, on a encore le bâton du dragon. Donc voilà, on a dans son deck 7 cartes différentes qui font une action combat ou échappée. Donc, même sans tout piocher, on a l'occasion d'activer cette discipline. Le bâton du dragon, qui est quand même une arme bof, remplacée par toujours sur ses gardes, pour garantir d'avoir plein de solutions de combat différentes. Une copie d'atrophie remplacée par bien préparé, bien préparé c'est du boost assez polyvalent. Boost plus d'un force ou boost plus d'un volonté pour les attaques avec les armes ou les attaques avec les sorts ou les tests sur des cartes rencontres. Tempête d'esprit remplacée par grenade MK1. Et grenade MK1, schématiquement, ça fait sur une partie, vous avez l'équivalent de 3 fois la tempête d'esprit. Voilà. Le sac à dos de niveau 0 et la lame enchantée de niveau 0 remplacés par 2 copies de coups de pied rotatifs. Comme je disais, on arrive en fin de campagne, il y a des ennemis qui sont bourrins, c'est pas forcément nécessaire de les vaincre, donc on veut une solution efficace pour leur échapper et les laisser derrière sans s'en soucier. Et dernière amélioration, parce que si on n'a pas l'occasion, on fait 100. Remplacer l'initié aux arcanes, qui pendant les 7 premiers scénarios a permis d'avoir rapidement ses sorts en main, par flic en patrouille qui permet de faire des dégâts sans dépenser d'action. Et, donc je disais, si j'ai bien compté là on est à 30, 33, 37, 39, j'ai dû me tromper dans mes calculs, je reprends. Donc 9, 10, 11, 14, 16. À ce stade-là, on a la deuxième discipline. 16, 21, 26, 29, 30. On met la troisième discipline. 36, 38. Il y a une erreur dans mon calcul quelque part. 42. Je sais pourquoi. Il y a quand même une erreur dans mon calcul. Enfin bref, et dernier scénario, on met la dernière discipline. Alors, l'oubli, c'est le charisme. J'ai oublié de prendre en compte le charisme. Alors pendant tous les scénarios, on a 2 copies d'initiés aux arcanes pour tutorer les sorts, une copie de Grete Wagner pour booster le combat. Si on n'a pas les deux, c'est pas trop important, donc allez, dernière amélioration. Voilà. Et je pense quand même qu'il semble qu'il y a une petite erreur quelque part. Donc voilà. Si vous n'avez pas toute l'expérience, si vous n'arrivez pas à récolter 43 points d'expérience pendant la campagne, vous n'aurez pas le charisme, voire pas les flics en patrouille. Je pense que ça fera 100. Et du coup, voilà mon raisonnement derrière ce deck. Je le dis une fois de plus, deck non testé. Je vais pas cacher non plus que c'est pas le deck, c'est pas le deck que je suis le plus impatient de tester. Je suis beaucoup plus impatient de tester Monterey Jack ou Bob Jenkins. Norman Weavers, j'ai déjà testé, j'ai beaucoup apprécié. Mais enfin voilà. Ce qui me semblait assez logique avec elle dans le cadre d'un duo sur une campagne qui permet a priori de gagner 39 XP sur les 7 scénarios.
Et ensuite les XP bonus, dans le vif du sujet et de creuser trop profondément. Alors comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à poser des questions ou à laisser des commentaires, notamment si vous avez une réponse pour l'âme spectrale, ou si vous avez une vision très différente de l'utilisation des disciplines. Moi, je vous laisse là pour le moment, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.